Auditrices, auditeurs de la voix de la démocratie congolaise, la radio-télévision du peuple et d'expression libre qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, il vous amène des cadres, des intellectuels, des penseurs congolais qui vont essayer un peu de décortiquer la situation de tourment dans lequel le pays se trouve après les élections. Tous deux, vous allez le constater, ce sont des grands penseurs. Ils se sont opposés au processus électoral. Ils n'avaient pas vu pourquoi il fallait aller aux élections. Et maintenant, les résultats font qu'ils avaient raison. Alors, tour à tour, je vais leur passer la parole pour qu'ils se présentent individuellement, que vous puissiez tous les découvrir. Je suis en Belgique avec M. Jean-Pierre. Oui, bonsoir Don, bonsoir chers auditeurs. Jean-Pierre Mbelou, je suis un analyste politique congolais et membre du groupe Epiphanie. Oui, groupe Epiphanie, groupe de 7 ou 8 prêtres, Jean-Pierre, je pense. Oui, c'est un groupe de 8 prêtres congolais et amis du Congo qui essayent de réfléchir sur l'avènement d'un autre Congo. Vraiment, donc il y a des gens qui ne dorment pas et des gens qui se soucient pour ce grand pays. Alors, les projecteurs se tournent vers la Norvège où nous trouvons monsieur TM Chioyo. Oui, en fait, je réponds au nom de Chioyo Fonkol. Je suis un homme politique congolais et je suis à la tête du mouvement politico-militaire dénommé le RAP, c'est-à-dire le Rassemblement pour l'alternative politique en République démocratique du Congo. C'est à ce titre-là, en fait, que je viens participer à l'invitation que la radio, notre radio, nous a lancée, effectivement. Ok, merci Monsieur Chioyo. Vous parlez de rap. Il y a aussi un autre mouvement qu'on parle de ARP. Est-ce que vous êtes informé? Donc c'est comme qui dirait la permutation de mots seulement et vous êtes le même groupe avec les mêmes objectifs. Je ne sais pas, mais je l'ai déjà lu quelque part. Mais je ne suis pas assez informé, je n'ai pas assez d'éléments pour m'exprimer là-dessus. Okay. Je ne pense pas, mais j'ai déjà lu ça. Ok, c'est le mouvement dirigé par le général Mounene. Bien, alors aujourd'hui, chers invités, nous allons faire une discussion à bâton rompu. Ce n'est pas une interview, ce n'est pas un débat, mais une discussion autour d'une même table sur la situation de la RDC. Ce processus a commencé, disons-le, depuis 1996 jusqu'à nos jours. Et il semble que le tourbillon continue à s'agrandir au lieu de s'apaiser. Monsieur Jean-Pierre Mbelou, quelle analyse faites-vous aujourd'hui des élections d'abord? Est-ce que vous croyez que ces élections étaient une solution au problème du Congo? La seconde vague d'élections après celle de 2006. Merci donc pour la question. À travers les différentes analyses que j'ai pu faire sur le processus électoral de 2011, j'ai essayé de montrer que ce processus, comme celui de 2006, nous échappait aux Congolais. Nous n'en avions aucune maîtrise. Et je peux même remonter jusqu'à l'année 1996, où une guerre de prédation, une guerre d'agression a été imposée à notre pays. Et depuis cette époque-là, et même on peut remonter jusqu'aux années 60, les Congolais n'ont jamais été les véritables acteurs, les acteurs majeurs de ce qui est orchestré dans leur pays. Et à force de discuter avec les compatriotes sur ces fameuses élections qui viennent d'avoir lieu, j'avais à un certain moment considéré qu'ils constituaient un front de lutte, mais pas l'unique, un front sur lequel certains compatriotes qui étaient convaincus qu'ils pouvaient changer le système de l'intérieur pouvaient se hasarder. Mais nous disions cela en les avertissant. Nous leur disions, sachez que c'est un front de lutte, mais ce front de lutte, nous n'en avons pas la maîtrise. Nous ne sommes pas les véritables acteurs du processus et je ne voyais pas comment, tout en n'étant pas les véritables acteurs du processus, on pouvait le renverser. À quelque chose malheur est bon, dit-on, notre peuple, à force d'être politisé,
a essayé de faire de son mieux pour que les hommes politiques de son choix puissent peser de tout leur poids dans la balance de la politique de notre pays. Et là, notre peuple a exercé une grande vigilance citoyenne, mais malheureusement, nous constatons que ce ne sont pas les candidats de son choix qui sont aujourd'hui plébiscités comme responsables politiques de notre pays à l'issue de ce deuxième processus électoral biaisé, un processus que j'avais à un certain moment qualifié en me servant d'un petit livre d'Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom? J'avais qualifié ce processus électoral de piège à camp. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ça a été effectivement un piège à camp. Et nous sommes en train de nous battre pour voir dans quelle mesure faire avancer la lutte pour tout notre peuple et non seulement sur le front électoral. Merci, M. Jean-Pierre Mbelou. M. Thioyo Moufankol, vous n'avez jamais été pour les élections. Et ces élections, au moment où nous parlons, on nous dit qu'elles ont été organisées à 90% ou plus par le Congolais. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est un processus que les Congolais se sont appropriés eux-mêmes? Les retombées, nous sommes en train de le regretter, peut-être puisqu'il y a eu du margoulinage. Il y a une marge à faire entre les discours officiels, les affirmations de ceux qui disent qu'ils ont financé eux-mêmes ces élections et la réalité sur le terrain. Admettons que cela soit fondé, que les élections ont été financées par ceux qui nous disent être au pouvoir. Mais pour quels objectifs? Quelles sont les motivations cachées derrière le financement des élections quand on sait que ces gens sont placés sous tutelle des Nations Unies? Qui organise les élections? Tout le monde doit savoir que le Congo est placé sous tutelle des Nations Unies. Juridiquement, ça signifie, lorsqu'un État est placé sous le contrôle d'une institution comme les Nations Unies, ce sont les représentants de ces institutions qui, en fait, gouvernent le pays. Les autres ne sont là, non seulement comme des marionnettes, mais ils servent comme bras armés pour faire de sales besognes. Je doute fort que ces gens aient financé ces élections. D'ailleurs, sur un documentaire mis sur votre site, vous parlez d'un certain Goïmoulunda qui disait que parmi ceux qui étaient chargés de réceptionner les PV des différents centres, il y avait des membres des Nations Unies, des MONUSCO. Et nous avons appris aussi que ce sont les membres des MONUSCO qui ont mis leurs véhicules à la disposition de ceux qui disent qu'ils ont financé les élections, alors que ce sont des véhicules et des hélicoptères de ces États ou de cet organisme qui transportaient non seulement les bulletins, et aussi des militaires qui allaient favoriser ce que les uns et les autres nomment comme fraude. Mais s'il faut ajouter quelque chose, un élément de plus, à ce que notre cher frère Jean-Pierre Mbelou venait de dire, je dirais que les élections ne sont pas la solution à la réponse ou à la nature du conflit qui nous est imposé au Congo. Le fait de ne pas savoir répondre à cette question, de ne pas comprendre la nature du conflit, pousse les Congolais, les uns comme les autres, même les marionnettes, à proposer la voie électorale comme mode d'accession au pouvoir, alors qu'ils n'ont même pas ce pouvoir-là. Il y a un conflit, il y a une sorte d'irrationalité, non seulement dans le propos, mais aussi dans le comportement de ceux qui ne sont ni acteurs personnages. Mais je pourrais revenir là-dessus. Je m'arrête là. Je reviens, M. Jean-Pierre Mbelou. Vous avez dit que les élections comme telles, ce n'est pas une affaire congolaise des Congolais.
Mais la question que je posais tantôt à M. Chiyoyo, c'est que nous avons tous appris, vous comme moi, que les élections étaient financées à plus de 80% par le gouvernement congolais. Ce n'est pas l'appropriation du processus, M. Jean-Pierre Mbembe. Financer les élections à 80%, avec quel argent? Est-ce qu'on peut aujourd'hui nous indiquer les sources de provenance de cet argent-là? Je vous informe que j'avais à un certain moment un mail qui me venait d'une source très sûre au Congo même, qui me parlait du blanchiment d'argent investi pour les élections de 2011. Et en cette matière d'argent, il y a à boire à manger parce que ceux qui sont supposés avoir financé le processus, c'est ceux qui en tirent la grande part, c'est-à-dire ceux qui profitent du système de la mort qui est entretenu chez nous. On blanchit l'argent, on organise un processus électoral biaisé pour pouvoir poursuivre l'exploitation et honter des matières premières de notre pays. Donc il ne faut pas nous leurrer quand on nous dit « Oh voilà, ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont organisé les élections ». On devrait, au jour d'aujourd'hui par exemple, nous montrer comment, à partir des avoirs du gouvernement même, ces élections-là ont été financées. On finance les élections dans un pays où les militaires, où les policiers, où les enseignants ne sont pas payés, où les hôpitaux ne sont pas bien fournis en médicaments. C'est quelque chose qui demande qu'on puisse y réfléchir assez sérieusement et assez posément. N'oubliez pas que derrière les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité, les criminels humanitaires qui sont au pouvoir chez nous, il y a des associations, il y a toute une mafia qui opère. Et je ne serais pas étonné que cette mafia-là recourt au blanchiment d'argent pour financer un processus dont il tire de gros bénéfices. Je ne serais pas étonné. Et n'oubliez pas que celui qu'on appelle le président congolais avait empoché, il n'y a pas très longtemps, en vendant nos entreprises minières aux îles Vierges britanniques, il avait empoché 5 milliards et demi de dollars. C'est l'argent qu'on ne contrôle pas. Il confond et la caisse de l'État et sa caisse personnelle et il peut en faire ce qu'il veut du moment qu'il est sûr de pouvoir entretenir le système mafieux qui permet à ses amis, à ses parents, à ses alliés de pouvoir s'enrichir sur le dos du Congo. Oui, alors là, parlons maintenant des élections proprement dites. Ces élections de 2011 ont commencé avec des ratés déjà en 2010 où il fallait mettre les institutions animatrices de ces élections en place, en commençant par changer le nom de CEI en CENI. Cela a pris trop de temps et les animateurs qui y sont ne sont pas vierges politiquement et pourtant c'est une institution qui devait être vierge politiquement. Et nous avons vu aussi qu'il y a manque d'une institution très capitale dans le processus électoral, c'est-à-dire la mise en place de la Cour constitutionnelle. Malgré tout ça, nous avons vu que l'opposition a fait fi de cela, voulait aller aux élections coûte que coûte. Et aujourd'hui, ils en sortent mouillés, le maillot mouillé, ils commencent à crier aux voleurs. Monsieur Jean-Pierre Mbelou, je reviens sur vous. Qu'est-ce que vous en dites? Attention, s'il vous plaît, dans les considérations que moi j'ai faites, je ne me limite pas au processus électoral. Je vois tout le système qui fonctionne chez nous depuis les années 60 et qui a eu un petit changement d'acteurs, marionnettes et de pays satellites en 1996. C'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes engagés dans un système dont nous ne maîtrisions pas les acteurs majeurs. Maintenant, ceux qui veulent jouer au sein de ce système-là le rôle d'opposant à un certain moment, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce contre quoi ils s'opposent.
Et Foncol venait de dire, il n'y a pas très longtemps, que ceux que nous croyons avoir l'effectivité du pouvoir ne l'ont pas. Comment peuvent-ils s'opposer aux gens qui n'ont pas l'effectivité du pouvoir, qui ont ce que on pourrait appeler le pouvoir os? Et il ne s'agit pas tout simplement d'eux-mêmes là. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire l'interview que la femme de François Mitterrand, Daniel Mitterrand, avait accordée à un certain journaliste quelque temps après que son mari ait pris le pouvoir. Daniel Mitterrand avait fait remarquer que quand François Mitterrand a pris le pouvoir, il lui a confié qu'il n'avait pas le pouvoir, que le pouvoir était entre les mains des oligarchies d'argent, des grandes multinationales. Donc si nous transposons ce que Mitterrand avait dit chez nous, c'est même pire qu'en France. Parce que ceux que nous croyons avoir l'effectivité du pouvoir sont les petites mains des oligarchies d'argent et des multinationales. Donc, penser croire que le processus électoral s'est gâché parce qu'il y avait des préalables qui n'avaient pas été respectés, c'est oublier que ceux qui prétendent au sein de ce système être des acteurs ou des opposants ne savent pas à quoi ils s'opposent. C'est ainsi qu'à un certain moment, ils sont confrontés à leurs propres contradictions. Ils vont se confier à la MONUSCO pour pouvoir régler des différends qui les opposent à ceux qui prétendent avoir le pouvoir en place. La MONUSCO leur dit, non, voilà, nos prérogatives sont limitées, nous ne saurons pas vous aider. Si nous pouvons vous aider, nous ne saurons pas faire ce que vous attendez de nous. Donc, ils se laissent prendre à leur propre piège parce qu'ils n'ont pas compris que la MONUSCO fait partie du système de l'avilissement, de l'asservissement du Congo. Donc, il y a un système d'asservissement et d'avilissement qui freine l'émancipation politique du peuple congolais. Alors, quand on participe à ce processus-là, on tombe dans les paradoxes, on tombe dans les contradictions, et on ne sait pas comment se tirer d'affaire. Je reviens à vous, monsieur Chioyo. Nous continuons à dire qu'il y a un problème. En 2006, l'opposition, en particulier monsieur Étienne Tshisekedi, avait conditionné sa participation au système électoral par l'organisation d'un recensement général. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu un grand retard de la mise en place des préalables pour aller aux élections de 2011. Il y a eu manque de transparence et il y a aussi jusque-là manque criante d'une institution très importante appelée Cour constitutionnelle qui est remplacée aujourd'hui par la Cour suprême de justice, M. Chioyo. Vous savez, j'ai du mal à comprendre tous ces latins-là. Pourquoi? Je vais insister sur une chose. Nous n'avons pas cru, non seulement cru, mais nous n'avons pas adhéré à ces cinémas que les uns et les autres appellent élections, dans un pays occupé, dans un pays non seulement occupé, mais dont les enjeux dépassent cette distraction nommée élection. Élection en Afrique d'une manière générale, et particulièrement dans ces pays occupés, les Congo, Kinshasa, est une distraction de mauvais goût. Nous sommes dans une situation d'occupation. Et dans cette situation d'occupation, le pouvoir, l'autorité repose où? Elle repose sur l'occupant. Et que fait l'occupant? L'occupant, mais comment il arrive là d'abord l'occupant? Il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, on assiste à l'avènement d'un vent chinois. On assiste à l'avènement de l'Inde qui s'invite à la table de puissants d'hier, qui le sont encore aujourd'hui. Mais que font ces puissants? Parce que pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous, il faut comprendre l'origine ou les enjeux. C'est l'affrontement d'un côté du monde anglo-saxon et de l'autre de la Chine et de l'Inde et de ceux qui s'accrochent autour de ce nouveau pouvoir qui monte. Et ils s'affrontent sur notre territoire, directement. Et ce n'est pas tout le monde qui a des possibilités de voir ou d'apprécier, de comprendre ce qui se passe. Et de l'autre côté, comme ils ne savent pas
envoyer leurs enfants ou leurs soldats sur le terrain et s'affronter. Ils ont recruté des Africains comme nous, nos propres frères africains, qui sont arrivés et qui ont accepté de jouer le jeu, de tuer leurs propres frères africains. Et ces seconds acteurs, je ne sais pas si on peut les appeler acteurs, ces intermédiaires ne sont autres que les forces Tutsi, Paul Kagame, Yoweri Museveni, qui ont été présentés il n'y a pas très longtemps par un certain Bill Clinton comme étant le nouveau visage du panafricanisme africain. Mais c'est eux qui contrôlent ces pays-là, que tout le monde appelle la République démocratique du Congo. Ils les contrôlent, non pour leurs propres intérêts, mais parce qu'ils sont mandatés, ils ont reçu mandat. Mais dis-moi, quand vous me parlez de cours constitutionnels, vous me parlez d'opposants, vous me parlez de ceci, mais ces gens, ils interviennent où? Arrêtons un peu, qu'ils arrêtent un peu ces distractions, qu'ils arrêtent un peu de nous ridiculiser, de se ridiculiser. C'est-à-dire, l'occupant organise un semblant de pouvoir. Et dans ces semblants de pouvoir, d'un côté, il y a un groupe présenté comme pouvoir, c'est-à-dire ayant les attributs d'un État, et de l'autre côté, il autorise au sein du système d'occupation ceux-là qui se disent opposants. Mais ils s'opposent contre qui? Ils ne s'opposent pas à l'occupant et à l'occupation, mais ils s'opposent à celui ou à ceux que j'ai toujours appelés, que je ne cesserai d'appeler, des tétés ou des qualifiés, des chiens, des gars, que Chikaya Outansi, dans ce fruit si doux de l'arbre à pain, appelle le boy, de ceux qui sont partis. Alors l'organisation de boy ne m'intéresse pas, ne doit pas nous intéresser. Le peuple a besoin de savoir. Le peuple doit être préparé. Il faut lui donner la nourriture nécessaire pour l'armée. Il faut lui dire la vérité pour qu'il comprenne. Mais la Cour constitutionnelle, entre nous, elle joue quel jeu? Et cette Cour est nommée par décret. Mais cela est... Par le représentant de l'occupant. Mais M. Chioyo, partout au monde, c'est le président qui nomme les gens de la Cour suprême comme de la Cour constitutionnelle, partout au monde. Oui, mais écoute, oui, ailleurs peut-être on peut parler qu'il y a un président. Nous n'avons pas un président. Je ne rêve pas, mais c'est la réalité, c'est celle-là. Ce n'est pas parce que on est là et que les gens peuvent danser où il y a, comment je pourrais dire, on est dans des voitures blindées qu'on défile, où on prête, où on fait ça, il y a la télévision. Non, ce n'est pas le pouvoir. Parce que quand il y a un petit problème, pourquoi ils viennent tous en Europe? Il n'y a pas très longtemps, un ministre de ces pays, représentant ces pouvoirs, est venu où? En Europe. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces nègres? S'ils ont le pouvoir, s'ils ont une cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Non seulement ici, sur place, ils passent leur temps à la télévision à recevoir des ambassadeurs. Mais dites-moi, vous qui vivez à l'extérieur, avez-vous déjà vu, vous qui êtes aux États-Unis, avez-vous déjà vu Barack Obama, même s'il ne contrôle pas le pouvoir américain, recevoir l'ambassadeur congolais et on le montre à la télévision? Mais chez nous, le président du Sénat, il reçoit l'ambassadeur de Belgique, il parle de l'enseignement, de l'éducation. Qu'est-ce que l'ambassadeur? Dis-moi, qui a le pouvoir? Comment veux-tu qu'on puisse, nous, à notre niveau, je ne voudrais pas me rabaisser à ce niveau-là, parler de cours constitutionnels, parler de présidence? Il n'y a rien, c'est le chaos. Ok, monsieur Chioyo, évoluons. Nous allons chez monsieur Jean-Pierre Mbelou. Monsieur Jean-Pierre Mbelou, vous vous rappelez, on avait parlé dans ce processus biaisé, le problème des cartographies qui faisait vraiment un problème ou une tache d'huile très remarquée et qui a posé de sérieux problèmes le jour des élections, M. Jean-Pierre Mbelou. Nous parlons ici aussi de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous voyez que les deux là étaient aussi une manière de préparer la tricherie?
dont je voudrais que nous ne puissions pas avancer trop vite en laissant en marge des questions sérieuses. J'ai fait une fois allusion, en échangeant avec vous, j'ai fait allusion à un film qui peut être visionné à tout moment sur Internet, Le conflit au Congo, la vérité dévoilée. C'est un documentaire d'une vingtaine de minutes. Quand on n'a pas regardé ce film-là, quand on n'a pas compris ce film-là, tout ce qu'on fait comme débat n'a peut-être pas beaucoup de sens. Il y a ce film-là, Le conflit au Congo, la vérité dévoilée. Et la vérité dévoilée, c'est ce que M. Fankol vient de dire. Nous n'avons pas l'effectivité du pouvoir au Congo. Au Congo, nous avons des acteurs mineurs qui sont téléguidés de l'extérieur. Et ceux qui les téléguident opèrent dans l'ombre. Aujourd'hui, en Afrique centrale, nous avons quelques pays satellites qui pèsent de tout leur poids sur le fonctionnement du Congo. Et les Congolais n'ont aucune effectivité du pouvoir. Maintenant, revenons à la question que vous posez au sujet de la cartographie des élections. La cartographie des élections a posé un problème parce que la tricherie et la fraude font partie du mode de fonctionnement du pouvoir en place à Kinshasa. Donc, quand on ne touche pas à ces histoires-là, on ne comprend rien. Vous ne pouvez pas. Comment est-ce que le président actuel du Congo ou celui qui fait office de président actuel du Congo est venu aux affaires? Qui l'a élu après le décès de Laurent Désiré Kabila? Personne. Il a été monté sur le trône par les amis de son prédécesseur, eux aussi téléguidés par des forces obscures. Quand nous perdons de vue toute cette histoire, nous croyons que lui a eu l'effectivité du pouvoir déjà en 2001, alors que c'est en montant sur le trône vide du Congo, comme il l'a fait, qu'il a réussi, avec les moyens de l'État, à pouvoir préparer un processus frauduleux depuis qu'il est là jusqu'à ce jour. Et moi, comme je l'ai déjà souligné, j'ai remontré aux années 96, ce processus frauduleux et mafieux fait son petit bonhomme de chemin depuis 96. Alors, comment voulez-vous que dans un processus frauduleux, on conçoive la justice et que la justice fonctionne convenablement? Comment voulez-vous qu'on fasse une cartographie des élections dans un pays où il n'y a jamais eu de recensement? Et le problème de cartographie s'est posé avec beaucoup d'acuité quand les fameux électeurs se sont retrouvés devant leur bureau de vote et il n'y avait pas leur nom. Il vous souvient que certains électeurs, par exemple de Demba, ont appris que leur nom sortait par exemple dans le Bandundu. Donc, c'était un processus tellement biaisé, tellement conçu dans le mensonge et pour le mensonge, qu'un prélat congolais en est venu à dire que les résultats de ces élections-là n'étaient conformes ni à la justice, ni à la vérité. Donc, vérité et justice sont deux mots qui ont échappé à ce processus depuis sa conception jusqu'à ce jour. Parce que si la vérité et la justice avaient été observées dans d'autres domaines au Congo, ceux qui prétendent aujourd'hui être les gouvernants de ce Congo-là pourraient se retrouver en prison parce qu'il y a beaucoup de criminels de guerre, beaucoup de criminels économiques et beaucoup de criminels humanitaires parmi eux. Ce qui fait que les criminels humanitaires et les criminels économiques se sont retrouvés, par exemple, au Katanga, pour précocher les bulletins de ces élections-là. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire une lettre signée par les compatriotes du Katanga qui indique clairement comment certains de ces criminels ont procédé pour précocher les bulletins. Donc, il ne faut pas analyser le système électoral en le détachant du processus dans lequel nous sommes impliqués avec la guerre depuis le début de la guerre de prédation et d'agression. Si vous voulez détacher, l'analyse ne sera pas conséquente parce que nous évoluons depuis tout un temps dans un espace où manque la justice et le droit. Monsieur Chioyo, vous vous plaignez, vous vous questionnez de savoir
que viennent faire ces gens en Europe? Mais le pays doit fonctionner, bien que ce soit des capitaux médaillés, le pays doit fonctionner. On doit mettre des Congolais. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la démission de l'intellectuel congolais que vous êtes, vous et moi, et Jean-Pierre Mbelou et autres, que ces gens-là, ils sont là malgré eux, puisque nous ne savons pas vraiment parler au nom du Congo et pour le Congo? Cette question vaut son pesant d'or. Certes, nous avons une part de responsabilité. Ça, on ne peut pas la remettre en cause. Mais il faut toujours partir de quelque part. Quand on regarde d'ailleurs comment les autres ont mené leur combat, certains sont restés longtemps. Des fois, quand on échange avec notre cher frère Jean-Pierre Mbelou, il parle très souvent d'inventer notre temps, même dans ses écrits. Je suis un de ses lecteurs assidus. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de s'élever à un niveau ou de comprendre ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui le dit en lingala, Zo babazo la kisaye sanzaye azotala musapi. On vous montre la voie. Souvent quand on est dans des forums congolais, même si on n'y participe pas, on lit. Vous savez, ceux qui se disent analystes politiques, docteurs en ceci, docteurs en cela, mais ils vous récitent comme des perroquets des livres qu'ils ont lus sur la démocratie. Ils encensent des termes comme démocratie, droits de l'homme, élection, sans se poser des questions. Comme si l'Africain ou le Noir ou le Congolais, même avec ces diplômes-là, n'était pas en mesure de vanter son temps. Inventer son temps ne signifie pas seulement les temps matériels, aussi spirituels. Et le contenu qu'on en donne. Que veux-tu lorsqu'on a été formé, quand bien même qu'on se passerait pour être professeur d'université, pour répéter ce qu'on vous a appris? Vous savez, quand ces gens-là nous lisent, ou ils nous voient à l'œuvre, en train de répéter ce qu'ils ont écrit, ce que nous avons appris, sans même comprendre, ils se disent, voilà des perroquets. Ils sont contents parce qu'ils ont trouvé des gens qui, en fait, ils font le boulot à leur place. Mais notre vie, comme Aïk Ama a toujours dit, consiste à répéter, à reproduire ce que les autres ont fait. La forme de l'État, la discussion, notre mode d'écriture. Ils maîtrisent certes les langues étrangères, mais les contenus de leurs discours sont parfois biaisés. C'est ça notre responsabilité. Vous allez étudier Keynes, qui est un sujet britannique, qui part de l'observation de sa société, qui traverse des crises et des interactions au sein de cette société, et élabore des théories qu'il transforme en sciences économiques. Vous venez, vous les avalez, vous voulez aller appliquer ça dans un pays qui n'a pas connu l'expérience que Keynes a observée chez lui. Mais en étudiant ça, pour vous, les valeurs et les institutions en place comme les institutions de Bretton Woods restent. C'est le passage obligé. Alors qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple. Les États, sous le bolivarisme en Amérique latine, ont remplacé les dollars comme monnaie d'échange dans leur commerce extérieur. Ils ont créé une monnaie à laquelle ils ont donné le nom d'un général qui a combattu. L'homme blanc qui arrive en Amérique latine, les sucres. Même aujourd'hui, la question se pose. Au sein de l'Occident, il y a un débat sur le dollar, l'euro. Les Chinois aujourd'hui tentent d'imposer les yuans. Mais nous autres, nos économistes ou les autres qui étudient n'importe quoi, ils répètent, ils se battent pour que des institutions comme le Bretton Woods et le dollar, ils trouvent des justifications. Comment veux-tu que nous n'assumions pas de responsabilité dans ce qui se passe chez nous? La crise, elle est profonde. Profonde, elle est profonde. Vous les hommes politiques... Nous assumons notre part de responsabilité. Dans notre discours, vous entendez qu'il n'est pas le discours courant. Nous n'avons pas commencé ça aujourd'hui. Nous écrivons. Nous avons averti, par exemple, je crois qu'il ne faut pas se gêner.
Et nous avons écrit un papier à l'époque, nous disions aux gens, attention à un certain un garde, un Congolais qui se disait qu'il a de bonnes relations aux ISA et patati patata. Mais aujourd'hui, il change de camp. C'est ce qu'on a dit à l'époque lorsque nous écrivions ça, les gens ne nous croyaient pas. C'est aussi une part de responsabilité. Quand un Congolais se présente, il vous dit toujours, moi je suis très bien introduit auprès des institutions comme l'ONU. Je suis très bien introduit. Je représente des institutions comme l'Union européenne. Et on a entendu ça et vous le regardez, vous dites, mais c'est tout ce que vous avez à vendre. Il y a une part de responsabilité, il faut l'assumer, mais il faut aussi, le moment est venu. Dans la langue de ma mère, on dit, oui. C'est-à-dire quoi? Non, nous dire la vérité en nous regardant droit dans les yeux, oui. Ce n'est pas porter atteinte à notre amitié. Voilà. À notre fraternité. Merci Jean-Pierre Mbelou. C'est-à-dire, le moment est venu qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise des vérités. Vous savez, à l'époque athénienne, quand dans la rue, vous trouviez des Socrates, ils allaient dans la rue pour rencontrer la jeunesse, discuter, parler avec eux, appliquer la maïétique. Vous avez les Diogènes qui se promenaient avec une lampe en pleine journée. Mais la rue aujourd'hui, elle est inoccupée, elle est occupée par la masse. On la laisse faire, sans orientation. Il y a aussi là, absence de responsabilité. Il y a aussi refus d'orientation, le refus de s'assumer. On croit que le peuple, en se soulevant seul, il faut déjà le féliciter. Il en a marre. Mais le peuple ne peut pas se libérer. On le libère, on l'amène vers sa libération. Mais ces gens-là font défaut. Pourquoi? Parce que tout le monde, comme Eddy Angoulou le disait à l'époque, quand il fut journaliste au journal Le Salongo, il disait les enfants de Mobutu et de Papa Wemba. Parce que tout le monde est formé pour chanter les dialectes. On est content quand on se retrouve, on parle de démocratie. On est content quand on se retrouve, on parle d'élection dans un pays occupé. Entre nous, nous avions un leader. Il s'est battu, nous aussi, avec lui, pour ces idéaux-là. Nous avons tous combattu Mobutu, qui représentait une certaine idée de la politique. Nous l'avions combattu parce que nous avons cru aux conneries que nous avons apprises à l'école. La démocratie, nous nous sommes investis, nous y avons cru. Mais lorsque le régime de Mobutu tombe, pas de lui-même, lorsque ces gens-là décident de faire partir Mobutu à cause de sa maladie, mais ils ne le remplacent pas par ceux qui ont cru aux valeurs qu'eux semblent avoir apportées. Ils ne confient pas le pouvoir à l'imiter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'argent à Kagame. Ils donnent l'argent à Yoweri Museveni. Ils donnent des possibilités. Allez-y, nous vous donnons l'autorisation d'entrer au Congo. Et l'interview de l'ambassadeur américain, dont les vidéos circulent sur le net, l'atteste. Quand on vient lui annoncer la mort de Mayele, il dit, ce n'est pas le problème. L'essentiel est que Kinshasa est tombé sans effusion sanguine. Il y a une part de responsabilité, la nôtre. Il faut l'assumer, il faut le dire. Oui, M. Thioyo, l'intellectuel congolais a une très grande part de responsabilité. Jean-Pierre Mbelou, vous ne voyez pas que ce que M. Thioyo vient de dire, que le peuple s'est pris en charge sans orientation. Nous avons vu des mouvements dans toutes les capitales du monde, en commençant par Bruxelles, Paris, Londres, Washington et Québec. Nous avons vu les gens, et pour ne pas citer d'autres pays bien sûr, que les jeunes gens se sont pris en charge pour dénoncer, pour exprimer leur ras-le-bol contre les hold-up électoraux. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement salutaire? Je reviens d'abord sur la responsabilité de l'intellectuel congolais. Qui appelons-nous intellectuel congolais? Qui appelons-nous élite congolaise? Suffit-il d'avoir un diplôme d'université pour être classifié parmi les intellectuels et l'élite congolaise? Je dis non. Cela dans la mesure où l'école, l'université et les églises ont servi pendant longtemps et servent encore aujourd'hui comme caisse de résonance, comme lieu de propagande
des idéologies esclavagistes. Il ne faut pas perdre de vue cela, même si à l'école, à l'université, on peut apprendre le sens de la critique. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités ont créé des perroquets qui répètent des théories qui ne peuvent pas, comme Mfongo le disait, aider nos pays à aller de l'avant. Il y a une autre catégorie d'intellectuels que Noam Chomsky nomme dans son livre 2 heures de lucidité, les intellectuels subversifs. Voilà le genre d'intellectuels dont le Congo a besoin aujourd'hui. Le genre d'intellectuels prophètes qui sachent remettre en question, mais de fond en comble, le système de notre asservissement. Et ce rôle est assumé par ce que nous ne cessons de nommer les minorités organisées. Ces minorités se mettent en place de plus en plus et ils essaient de créer leur temps. Maintenant, revenons à la question des jeunes qui vont dans la rue dans toutes les capitales du monde. Ces jeunes participent à ce que mon ami Alain Badiou vient de nommer dans son dernier livre, le réveil de l'histoire. Ces jeunes participent au réveil de l'histoire. Ce qui est positif dans ce réveil de l'histoire, c'est quoi? Nos jeunes, dans la rue, ont réussi à faire le récit collectif de nos misères, à maîtriser ce récit, à le raconter en des termes très clairs et très simples. Nos jeunes et nos moins jeunes ont réussi à identifier les véritables acteurs de nos misères. Est-ce suffisant? Non. Il y a encore du travail à faire. Il faut maintenant réorganiser, il faut structurer ce réveil de l'histoire pour en faire une organisation qui sache créer son temps et résister contre l'usure du temps que les autres nous imposent. Vous savez donc, quand les résultats de ces fameuses élections ont commencé à tomber, il y a eu des compatriotes qui ont pleuré, qui étaient très très découragés. À certains, j'ai pu dire ceci. Mais vous pleurez pourquoi? Vous vous découragez pourquoi? C'est parce que vous vous fiez au temps que les autres ont inventé. C'est parce que vous vous fiez au processus que les autres ont inventé. Maintenant, nous avons un travail à abattre à moyen, à court, moyen et long terme, avec beaucoup de courage, un grand esprit d'abnégation et beaucoup de persévérance. C'est le travail de l'organisation. Nous devons pouvoir arriver à mettre dans nos têtes, dans nos esprits, dans nos vies, 2-3 points. Comment, par exemple, exercer notre vigilance citoyenne en tout et pour que notre terre ne nous soit pas volée. Voilà, par exemple, comment on pourrait orienter la vigilance citoyenne qui a permis que les fraudeurs et les tricheurs puissent être identifiés à ce fameux processus électoral. Mais la vigilance ne doit pas tout simplement se limiter à ce processus-là. La vigilance doit aujourd'hui s'exercer dans des organisations qui essayent d'inventer leur temps et de dire nous devons être vigilants pour que la terre de nos ancêtres puisse nous revenir d'ici là. Ce d'ici là, c'est notre temps que nous inventons nous-mêmes. Donc, pour me résumer, je dirais ceci. Il y a eu un réveil de l'histoire qui a permis à nos jeunes de dire leur ras-le-bol dans la rue. Ce réveil de l'histoire leur a permis de confectionner le récit de la misère qui nous est tombée dessus avec la complicité des élites compradores du Congo et de l'Afrique. Ils ont confectionné ce récit collectif, ils l'ont mis dans les vidéos, ils l'ont mis dans les articles. Maintenant, il appartient aux minorités organisées de pouvoir structurer ce réveil de l'histoire pour lui imposer un travail à faire avec beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup d'abnégation sur le court, moyen et long terme. Donc nous avons un problème fondamental d'organisation et je vous informe que les minorités organisées s'y adonnent. Ça va prendre
le temps que nous allons inventer, mais c'est un travail qui se fait. Le temps, M. Jean-Pierre Mbelou, vous ne voyez pas que 10 ans depuis qu'on a commencé à descendre dans la rue, à faire ces vidéos, à écrire contre l'imposteur, mais vous ne voyez pas que c'est trop? Mais vous parlez de 10 ans par rapport à quoi? Parce que nous sommes esclaves depuis plus de 500 ans. Quand vous dites 10 ans, vous vous situez par rapport au dernier pantin que nous avons au pays. Mais nous, en tant qu'Africains, nous souffrons, nous ployons sous le joug de l'impérialisme depuis plus de 500 ans maintenant. Donc, il ne faut pas simplement nous limiter dans la petite histoire qui nous est fabriquée maintenant. Parce que les mêmes acteurs-là, nous les trouvons au niveau de l'esclavagisme, nous les trouvons au niveau de la colonisation et nous les trouvons aujourd'hui au niveau de la néocolonisation. Mais nous avons d'autres peuples qui, comme nous, ont compris le sens de la lutte qu'ils doivent mener et sont en train de se libérer. Et Moufankol y a fait allusion, c'est le peuple latino-américain. Donc nous avons aujourd'hui des modèles vers lesquels nous pouvons tendre pour mener à bien notre lutte, en essayant le plus possible d'avoir le sens d'une mort consentie. Parce que nous avons pour plusieurs d'entre nous, peur de pouvoir affronter le sacrifice de manière raisonnable et consentie. Et sur ce point-là, je pourrais quand même louer le courage de M. Etienne Tshisekedi, qui réussit aujourd'hui à pouvoir parler, à pouvoir se mettre debout au milieu des chars et des canons. Ça constitue quand même un modèle de courage et de bravoure à pouvoir imiter et reproduire. Donc, inventer notre temps, ce n'est pas nous fier au temps que les autres créent pour nous à notre place. 10 ans, 20 ans, je chanterai à ma langue Kamana Kamana Nitufikam. Donc, nous finirons, attendez-les, Mokil Nabiso et Kobaluka. Donc, c'est ça. Quand on croit dans le changement, dans la transformation, parce que, et Moufankol l'a dit en des termes beaucoup plus clairs que je le dis maintenant, nous avons un travail de reformatage des esprits et des cœurs. Donc, les professeurs d'université, les universitaires diplômés ont été déformés. Il faut les reformater. Nous devons nous reformater pour devenir les véritables acteurs de notre histoire. Mais ceux qui sont en face, ceux qui nous combattent, eux ne croisent pas non plus les bras. Donc c'est là la difficulté. La difficulté ne se limite pas tout simplement au fait que les intellectuels ou les élites congolaises, les minorités organisées ne luttent pas, mais nous avons en face un morceau qui ne croise pas les bras, à même de tuer à temps et à contre-temps. Donc il y a ce travail-là à faire. Monsieur Thioyo Moufankol rêvait de l'histoire, comme vient de le dire Monsieur Jean-Pierre Mbelou, est en marche avec le modèle, pour vous paraphraser, le réveil aussi du modèle latino-américain. Ces latino-américains se sont battus sur leur terrain. Et aux Congolais, ce réveil se fait en dehors de leur terrain qui est miné. Est-ce que vous voyez un résultat à travers ces mouvements, à travers le monde, M. Thioyo? Je ne peux pas décourager la masse qui utilise le moyen à sa disposition. Je l'ai dit tout à l'heure et je l'affirme. La masse, c'est elle-même qui s'organise en utilisant des moyens qu'elle peut ramasser ci et là. Les moyens qu'elle trouve que les législateurs dans le pays où ils évoluent leur accordent. Bien que ces moyens sont limités. Mais la masse doit comprendre, parce qu'elle est déjà debout. Thomas Sankara ou Aniyo Kalem, quand il est arrivé, dans une conférence qu'il tenait, il se met debout. Il demande aux participants à sa conférence de se mettre debout. Et une main levée, point lié, il dit « When people stand up, impérialisme tremble ». Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Il tremble. Mais je crois que j'invite le Socrate, j'invite les Diogènes, j'invite ceux qui doivent canaliser ce peuple qui est déjà debout, à fréquenter ce peuple, à orienter, à changer de méthode, à leur proposer autre chose. Il y a mieux à faire.
il y a mieux à faire. Jean-Pierre parlait tout à l'heure des sacrifices. Pourquoi j'invite ces gens à descendre? J'ai peut-être une mauvaise interprétation de la Bible, mais je vais tout de même la donner sur un point précis des sacrifices. Lorsque Abraham, tel que c'est écrit dans ce document, décide de sacrifier son fils, écoutez-moi très bien, et je le répète, et je vais tout sous. Il l'amène vers le lieu de sacrifice, sans dire à son fils que je vais te sacrifier, avec son couteau caché. Il l'amène. Son fils est comme la masse, et comme le peuple. Abraham, le fait qu'il l'amène, c'est le leader, qui en fait invite son peuple, l'amène, pour qu'il se sacrifie. Je suis désolé, mais je crois que le moment est venu pour qu'on parle vrai. Et je vais dire comme Franck Fanon en anglais, I want my voice to be harsh. I don't want it to be beautiful and pure. C'est-à-dire en français? Je veux que ma voix soit dure, mais je ne veux pas qu'elle soit belle ou pure. Je ne suis pas venu ici pour plaire. Il s'agit de ma terre, l'Ikambama Bélé. Et comme nous n'avons jamais cessé de le dire, l'Ikambama Bélé, et ça l'Ikambama Kila. Chaque peuple doit définir ou avoir un rapport avec sa terre. Et elle est définie par rapport à sa terre, Mabélé. Et dans cette terre-là, nous avons enterré le nôtre, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Nous avons enterré nos enfants, nos sœurs, nos femmes. Elle nous appartient cette terre-là. Mais elle nous a été arrachée. Il faut que le peuple comprenne ça. Nous nous battons pour la terre. Alors nous disons, le peuple utilise les moyens comme la marche. Mais il faut dire au peuple que la marche, si elle est autorisée dans ces pays, c'est que le législateur qui l'autorise la tolère, parce qu'elle sait que la marche ne peut pas influencer le rapport de force. Les sit-ins, si elle est autorisée, parce que le législateur sait dans ces pays que les sit-ins ne peuvent pas renverser le rapport de force. La notion de rapport de force, dans un combat, en face d'un adversaire bien connu, doit être intériorisée, explicitée. Les pétitions, si elles sont autorisées, c'est parce que le législateur sait que les pétitions ne peuvent pas influencer le rapport de force. Mais je ne peux pas interdire à notre peuple d'utiliser ces moyens parce que ce sont les premiers qui le trouvent. Mais quand ils n'auront pas de réponse, c'est ce que nous sommes en train de dire à ces peuples. Il faut changer de méthodologie de travail. C'est ça. Alors, c'est-à-dire, tu permets ouais, que je termine là-dessus en disant que Mbelou a parlé de l'esclavagisme et de la colonisation et de la néocolonisation. Peut-être ça, c'est un discours qui n'est pas encore entendu, que je veux le dire de cette façon-là. Parce qu'il faut inventer notre temps. Non seulement les temps matériels, mais aussi spirituels. L'esclave d'hier était transporté de l'Afrique en Amérique, de l'Afrique au Canada, de l'Afrique en Europe, pour aller faire des champs là-bas, pour aller être utilisé comme la main-d'œuvre locale. Mais l'esclave moderne, ils ont tout simplement changé. Vous laissez le nègre chez lui, sur sa terre, transformé en champ. La Côte d'Ivoire est un champ où les nègres ivoiriens plantent le cacao. Le Congo est un champ où les nègres esclaves congolais doivent travailler et produire de l'uranium, de coltan. L'esclavage, certes, dans le discours, dans l'attitude, certes, quelque part, mais elle a changé de forme. Il faut la dénoncer, pas seulement la dénoncer. Nous ne limitons pas la dénoncer, parce qu'il faut aussi avoir le courage. Tout à l'heure, Mbelou parle des minorités organisées, que nous appelons aussi dans notre jargon, les minorités agissantes. Et il y a un archéologue congolais qui enseigne au Brésil, qui s'appelle Kabengele Munanga, qui écrit que les changements ne se font pas sans lutte, sans sacrifice, sans hommes et femmes congolais décidés et courageux. La génération de nos enfants et de nos petits-enfants verra ces grands changements. Mais la nôtre, même tout en sachant
que qu'il est peu probable de le voir, doit laisser un bon exemple de conduite. Les vraies élites ne sont pas faites pour bénéficier sa propre génération, mais plutôt pour les générations futures. D'accord. J'aime ça. Monsieur Jean-Pierre Mbelou, nous revenons au réveil de l'histoire. Comme je posais la question tout à l'heure à monsieur Chiyoyo Moufonkol, le terrain d'action. Est-ce que vous êtes sûr et certain avec ce mouvement vraiment très fort, ce mouvement que les Congolais ont prêché à travers le monde, que niet, nous ne voulons pas l'ingérence interne, peut donner un changement au Congo? Mais si les Congolais en arrivent à dire cela, c'est parce qu'en se mettant debout ensemble, ils ont appris les uns des autres. C'est là que le réveil de l'histoire pour les Congolais est un moment très important. Personnellement, je reste très attentif à tout ce qui s'est fait au cours des marches, au cours des rencontres, et j'entends un discours qui évolue beaucoup. C'est vrai, il arrive qu'on s'en prenne aux marionnettes qui ont le pouvoir aussi chez nous, mais aujourd'hui, nos jeunes et nos moins jeunes s'en prennent aux véritables acteurs majeurs de notre esclavage moderne. Très bien. Là, c'est déjà un pas très important. Et puis, nous ne devons pas réduire le Congo à l'espace terre qui se trouve au cœur de l'Afrique. Très bien. Le Congo, nous le portons aussi en nous-mêmes. Le Congo, c'est le sang qui coule dans nos veines. Et quand on essaie de relire l'histoire des peuples, certains peuples ont réussi à s'organiser en dehors de leur terre pour reconquérir leur terre. Et là, malgré toutes les critiques négatives que nous pouvons formuler à l'endroit du système occidental, il ouvre des brèches qui nous permettent de pouvoir nous exprimer librement. Donc, l'usage de notre liberté nous reformate. Quand les jeunes se retrouvent, par exemple, dans les rues de Londres, avec nos enfants dans les poussettes, ils impliquent nos enfants dans la lutte pour la reconquête de notre terre. Ça, c'est très important. J'avais reçu un ami et ses enfants ici chez moi, il y a 2 jours. Quand j'ai entendu ces enfants parler de notre pays, j'étais fier. J'ai dit, ah, mais ces enfants sont nés en Europe, voilà qu'ils parlent de leur pays en des termes très clairs. Ils ont encore 3 et 4 ans. Là, il y a un travail important qui est en train de se faire. Et ce travail finira par atteindre les coins et les recoins de notre pays. Il y a des déclencheurs qui feront que ce phénomène atteigne les coins et les recoins de notre pays. L'essentiel, c'est se réveiller de l'histoire. C'est date. De 2, mais n'oublions pas tous ces jeunes qui sont tombés sous les balles réelles des escadrons de la mort à l'aéroport le 26 novembre. Le 26 novembre, on a tiré sur nos enfants, à bout portant, à balles réelles. Il y en a aujourd'hui qui sont qu'on amène vers des camps de concentration parce que le Congo est devenu réellement une prison à ciel ouvert, un camp de concentration à ciel ouvert. Il y a de nos enfants qu'on amène à des endroits inconnus, qui sont torturés, qui sont tués, qui sont jetés dans les fosses communes. Et ces enfants essaient de résister face aux escadrons de la mort, main nue. Là, il faut avouer qu'il y a déjà des actes de bravoure. Essayez de visionner certaines vidéos, vous verrez nos enfants en train de faire face aux escadrons de la mort, main nue. C'est-à-dire que là, il y a déjà quelque chose qui est en train de naître. Dernièrement, le 3e exemple que je prends, nos mamans sont allées main nue devant l'ambassade des États-Unis. C'est parce que, et c'était réalisé, que les États-Unis jouent un rôle majeur dans tout ce qui est en train de se passer chez nous. Donc, ne plus qu'avec ces quelques exemples, nous pouvons dire qu'il n'y a pas qu'à l'extérieur du pays où les Congolais essaient de se mettre debout. Même s'il faut davantage
restructurer les mouvements internes, mais partout où se trouve le Congolais aujourd'hui, ça bouge. Il arrive qu'on ait des esclaves heureux qui se contentent des miettes qui tombent des tables de leurs maîtres et qui croient que quand ils ont mangé, quand ils ont roulé dans les dips, quand ils ont mis une cravate comme leur parrain, ils sont des hommes à part et des hommes et des femmes à part entière. Bon, c'est leur choix, un choix suicidaire et un choix dont ils répondront un jour. Mais je voudrais simplement souligner le fait que partout où se trouve le fils et la fille de notre peuple qui a pris conscience du degré de la crise anthropologique dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, partout où nos fils et filles se retrouvent, ils essaient de se mettre debout avec leurs moyens du bord. Peut-être que demain, à partir de minorités organisées et agissantes, les choses iront un peu plus de l'avant. Il faut commencer quelque part. Bon, commencer quelque part, je reste avec vous, M. Jean-Pierre Mbelou. Monsieur Thieu, vous voulez ajouter? Oh, je voulais juste ajouter un élément pour compléter ce que notre cher ami Mbelou venait d'affirmer avec autorité. Donc, mais n'oublie pas que De Gaulle est parti de l'extérieur. N'oublie pas que Khomeini est parti de l'extérieur. N'oublie pas non plus que même si nous n'en étions pas des concepteurs, ces conglomérats d'aventuriers qu'à un moment donné qu'on a appelé l'AFTEL, ils sont partis d'où? Ce n'est pas une révolution comparable, ce n'est pas ce que je veux dire, non. Je parle tout simplement de concevoir. Mais ce qui se passe chez nous, ceux qui le conçoivent, ils sont où? À New York. Ils sont où? À Paris. C'est ce qui a fait dire à Lumumba qu'il arriverait un moment où l'histoire du Congo ne s'écrirait pas à Paris, à New York, ainsi. J'ai dit là, mais j'ai dit non. Jean-Pierre vient de le dire, l'exprimer. Nous portons le Congo n'importe où nous nous trouvons. Parce que c'est là, c'est qui nous trouvons. Ils partent au Congo pour prendre les choses au Congo, pour amener ici et construire leur société. Donc les Congolais se sentent aussi chez eux ici à l'extérieur. C'est tout ce que j'allais ajouter. Ok, merci. Alors, Monsieur Jean-Pierre Mbelou, nous parlons de mouvements qui se font justement pour faire entendre la voix des Congolais. Vous avez tous appris qu'il y a une délégation de l'opposition qui a été dépêchée par le leader de l'opposition, j'ai cité M. Étienne Tshisekedi, qui se trouverait en ce moment en Europe pour parler de cette injustice électorale. Quelle est la lecture que vous avez à ce sujet? Au même moment que je comprends qu'un dialogue puisse être maintenu avec les initiateurs de la guerre de prédation et d'agression qui se mène chez nous, je trouve que c'est un voyage de trop. Les leaders, je n'aime pas beaucoup parler de l'opposition, ça réduit. Non, oui, ça réduit la portée de la lutte que nous devons mener. L'opposition, voilà comment on agit chez nous. On dit qu'il y a d'une part l'opposition et la majorité présidentielle. Nous disons, mais ces gens-là n'ont pas l'effectivité du pouvoir. Ils sont pas majoritaires. Ils sont des capitaux médaillés. Et vous vous souvenez que lors d'une émission avec vous, j'avais fait allusion au petit discours de Lumumba tenu au Nigeria. Lumumba disait ceci: tant que nous luttons, je le paraphrase, tant que nous luttons contre les forces impérialistes, essayons de travailler ensemble. C'est quand nous aurons vaincu les forces impérialistes que nous pourrons nous restructurer chez nous, avoir une opposition constructive. Mais le fait qu'on ait tué Lumumba, le fait qu'on n'ait jamais réussi à vaincre les forces impérialistes, devrait nous conduire à rompre avec ces appellations que nous copions chez les impérialistes eux-mêmes, pour parler d'une part des majorités présidentielles et d'autre part de l'opposition. Parce que nous ne nous opposons pas entre nous. Notre adversaire, ce sont ceux-là qui conçoivent le système de notre asservissement. Donc, à certains moments, j'étais d'accord avec Lumumba pour dire qu'il nous faut concevoir des grands mouvements populaires au sein desquels les minorités organisées essaient de travailler pour renverser la donne, c'est-à-dire peser dans la balance des forces impérialistes qui nous asservissent. Donc,
Mais venir se promener en Europe. Tu sais, vous savez, moi je me pose cette question. Pourquoi nos compatriotes ne vont pas voir ailleurs? Ce voyage aurait eu un certain sens si c'était par exemple rendu au Brésil, si c'était rendu au Venezuela, si c'était rendu en Équateur, pour aller voir comment eux font. Ça c'est de deux. Mais où est l'Occident? L'Occident est en train de traverser une crise éthique grave. C'est un espace à l'agonie. Comment voulez-vous aller négocier avec des gens qui sont en agonie? Vous négociez les méthodes. Ils les ont conduits à l'agonie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous apprennent? Vous voyez très bien où nous avons des yeux et nous ne voyons pas. Nous voyons très bien que cet Occident connaît un grand accident de l'histoire. Il est à l'agonie. Cet Occident est en train de demander à la Chine de lui donner un peu de sous. Mais qu'est-ce que nous venons lui demander ici? Qu'est-ce qu'il va nous prodiguer comme conseil? C'est l'Occident qui nous donne la mort, c'est l'Occident qui est mourant, et nous venons en Occident, nous voulons qu'il nous dise quoi? Qu'il nous reconduise sur les voies de la mort où ils sont engagés, parce que l'Occident est à l'agonie. Allez de temps en temps, par exemple, sur le site du Grand Soir, vous allez trouver, il y a un beau titre là, le Grand Soir, quand il parle des États-Unis. Il dit, mais c'est un empire en déliquescence. Ils viennent de reprendre leurs enfants qui étaient en Irak, et cette guerre a coûté plus de 3 000 milliards, sans compter les malades qui reviennent de la guerre et qu'ils auront à soigner toute leur vie. Qu'est-ce que nous venons demander aux gens dont les systèmes ont marqué leurs limites? Là, moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas organiser ce voyage en allant vers notre peuple, en lui expliquant comment il doit se mettre debout pour pouvoir résister à l'esclavage moderne? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir les autres partenaires pour leur dire, nous voulons rompre avec cet Occident qui n'a fait que s'aimer la mort chez nous, nous voulons avoir de nouveaux partenaires qui nous aident par leur façon de faire et d'être à repartir sur de nouvelles bases. Nous, chez nous, c'est donc, on revient. C'est comme si nous étions ensorcelés, là. Ce sont les mêmes qui nous tuent, qui nous torturent. Et on revient chez eux. C'est un mariage qu'on n'arrive pas à rompre. Oui, en tout cas, merci, M. Jean-Pierre. Alors, M. Thioyo, vous avez ajouté pour ce voyage que M. Jean-Pierre appelle un voyage de trop. Oui, moi, c'est brillant ce qu'il venait de présenter. Certes, quand on parle de minorités agissantes, il y a des moments où de minorités organisées agissantes, il y a des moments où des esprits se rencontrent. Slavoj Zizek, je continue sur les thèmes d'un Occident agonisant. Slavoj Zizek, j'ai aussi lu ça dans les textes de notre cher frère Mbelou, qui les cite aussi souvent, écrit un ouvrage récent dont le titre est révélateur, Vivre la fin des temps. Et dans ces livres, Zizek dit ceci, aucun doute n'est plus permis. Le système capitaliste global entre à toute vitesse dans sa phase terminale. Crise écologique mondiale, révolution biogénétique, marchandisation effrénée, croissance explosive des divisions sociales sont, selon Zizek, les 4 cavaliers de l'apocalypse à venir. Mais comme d'habitude, le nègre, lui, ne voit pas. Il voit les nokos. Mais que veux-tu? Et il vient vers le noko. Regarde un peu, il appelle noko. La relation de noko à son neveu ou à sa nièce, c'est toujours une relation de dépendance. De quelqu'un qui attend toujours. Donc le cordon ombilical n'est pas encore coupé. Ils ne sont pas les premiers, eux. Dans leurs faits et gestes, ils pouvaient au moins montrer le contraire. Mais ils font ce que les Kamitatou et les autres ont fait en écrivant. La constitution du Congo
le projet constitutionnel, avant même qu'il ne soit débattu dans ce machin de parlement, a été présenté où? En Belgique, et par qui? Par les tenants de pouvoir. C'est-à-dire, entre guillemets, les tenants de pouvoir. C'est-à-dire, et ceux qui croient être au pouvoir, et ceux qui le combattent, ont tous le même parrain. C'est là où ça ne va pas. Mais c'est le parrain qui place le premier au pouvoir et qui fait jouer aux autres le rôle de, entre guillemets, d'opposition. Excuse-moi de te tutoyer, mais c'est une émission publique. Je préfère l'éducation, la culture nous conseille de... Vous voyez? Vous voyez un peu le ridicule. C'est-à-dire, ils sont dans les systèmes. Tous coopèrent. Tous collaborent. Tous obéissent. Alors que l'Occident a choisi ses poulains, mais ils ne sortent pas à l'extérieur. En ce moment, ils sont à l'intérieur. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens pour leur donner un peu trop d'importance. Mais ces gens-là, ils sont à l'intérieur. On vous parle d'une énième voix. On vous parle d'un opposant, de quelqu'un qui s'est reconverti en opposition il n'y a pas très longtemps. Mais ils sont où? Et ils restent là. Ils reçoivent des instructions à l'intérieur. Mais les autres qui les combattent viennent à l'extérieur. Ils viennent expliquer quoi? À qui? Mais les gens à qui ils amènent les mémos, ils sont mieux informés que eux qui viennent. Avec des mémos parfois qui n'abordent pas la totalité du sujet. Il y a même manque à un certain point. Parce qu'eux, ils sont bien informés. Leurs agents sont là. Mais ceux qui sont là, ils sont agents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que notre frère parle, Balouki Busso. Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que quand on nous a colonisés là, on ne nous avait pas piqué, on n'a pas piqué, on n'a pas donné une piqûre à nos arrière-grands-pères. Qui fait qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Donc il passe de génération en génération. J'ai dit oui, mais je ne comprends pas. Ceux qui constituent cette délégation, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Quel est leur poids politique vis-à-vis de Tshisekedi, qui lui a fait le même tournée, qui a fait le même périple? Il n'a rien obtenu. Il est allé aux États-Unis pour rencontrer Ban Ki-moon. Il en est sorti pour dire à tout le monde que non, cette fois-ci, ils vont nous laisser patati patata. Non, je ne suis pas venu pour caresser les gens dans les sens des poils. Je ne suis pas venu pour que mon discours plaise aux gens. Je suis venu. Vous m'avez invité, j'ai accepté l'invitation pour qu'à un moment donné, qu'il y ait choc. Je salue son combat, mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas éternellement lui demander de faire ce qu'il lui a déjà fait. Et maintenant, lui, quand il a amorcé ce combat, il n'a demandé à personne. Nous n'avons pas intérêt à demander à qui que ce soit. Nous devons nous lever. C'est pourquoi nous nous sommes mis debout. Nous ne parlons pas d'élection. Que la population ne se sente pas seule. Nous sommes à la tête, pas d'un parti politique. Nous sortons du système, du carcan verbial, du type occidental, parti politique comme possibilité ou comme organisation, à même d'amener, d'organiser et d'accession au pouvoir. Mais un parti politique a une forme pyramidale bourgeoise. Ne peuvent faire la politique que ceux qui ont des moyens. Alors que, par exemple, au Congo, à Kinshasa, ce sont les femmes maraîchères qui nourrissent et qui envoient des enfants à l'université, à l'école et qui payent. Mais ils n'ont pas la possibilité de passer par des partis politiques pour s'exprimer. Nous avons lancé un mouvement politico, mais on ajoute en ce moment de combat militaire pour mener ce combat. Mais nous ne nous inscrivons pas dans les temps définis par les autres. J'aime bien l'expression de notre pensée. Mbelou qui parle d'inventer notre temps. Merci, M. Chioyo Moufankol. Là, nous revenons à notre Socrate congolais, M. Jean-Pierre Mbelou. Nous avons vécu un moment fort du Congo, comme si jamais l'histoire s'est répétée à la conférence nationale. Il y a eu 2 prestations de serment pendant la même semaine, M. Jean-Pierre Mbelou. Oui, mais prenons la première prestation de serment.
il a été fait pendant que les chars occupaient toute la ville de Kinshasa. Chers frères, entre nous, est-ce normal? Comment quelqu'un qui prétend avoir été élu démocratiquement peut, au moment où il prête serment, mettre des chars partout? Et, pour votre information, sa milice privée, communément appelée garde républicaine, circulait à travers la cité et tirait sur les jeunes. Donc, pour moi, cette histoire-là est un non-événement. On parle d'un hold-up électoral, mais ce monsieur-là se situe dans la droite ligne des mensonges qu'il a orchestrés depuis qu'il est dans la guerre d'agression menée par l'AFDL. Donc, vous savez qu'à un certain moment, des gens comme ça, il faut même les oublier. Il ne faut même plus en parler. Parce que, bon, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas, il n'a pas honte. C'est quelqu'un qui est capable de tout faire pour être le commissionnaire de la mafia internationale qui pille nos richesses chez nous. S'il lui était donné de nous éliminer tous les Congolais, et de jouir comme seul pion de la mafia internationale, il le ferait. D'ailleurs, c'est ça qu'il est en train de faire. Au sujet de la deuxième prestation de serment, le vieux justifierait cela en disant que les PV dont il dispose montrent que c'est lui qui a été l'élu du peuple. Là, je pourrais encore une fois revenir à la question de la légitimité. Qui légitime quoi? Lui dit que sa légitimité vient du peuple. L'autre, sa légitimité vient des chars. Et là, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'à travers une prestation de serment avec des chars à travers la cité, il dit qu'il est un guerrier. Voilà le message qu'il nous a lancé et que nous ne semblons pas avoir compris. Il dit, vous, Congolais, que vous vouliez ou pas, je vais vous mater avec mes armes. Je dispose des armes pour vous tuer et rester là où je suis. Voilà le message que nous devrions saisir à travers cette première prestation de serment. Pas simplement saisir le message, mais en tirer toutes les conséquences. Il veut régner sur nous avec des armes. Nous devons refuser qu'il règne sur nous avec des armes et tirer toutes les conséquences de ce refus-là. Au besoin, organiser notre légitime défense. Notre légitime défense face à quelqu'un qui brandit ses armes à tout moment, se justifie. Nous ne pouvons pas nous laisser écraser, comme il le disait en 2005-2006, le chien aboie, la caravane passe, et la caravane écrase les chiens. Il nous considère comme ces chiens. Parce que nous n'avons même pas du prix à ses yeux. Il nous massacre comme on massacre les mouches. Quelqu'un qui n'a pas du respect pour nous. Et il y a encore des compatriotes qui appellent ce monsieur-là président. Mais c'est ridicule. Nous devrions tirer toutes les conséquences du fait que ce monsieur s'est organisé pour nous écraser avec des chars de combat. Des chars de combat dans une ville où les jeunes sont main nues. C'est une insulte à notre peuple. Une insulte que nous ne devrions pas supporter. Voilà pourquoi, face à cette insulte, nous devons pouvoir organiser notre légitime défense, notre autodéfense. Monsieur Chioyo Moufankol, nous tendons vers la fin. Ce que vous avez ajouté sur les deux serments que nous avons vécus, l'un le mardi, l'autre le vendredi de la semaine dernière. Merci beaucoup donc pour cette question. Elle doit inciter le peuple congolais et ceux qui combattent de ne pas, une fois de plus, croire en l'Occident. Dans ce que vous appelez, vous, la première prestation de serment, celle du fils de l'autre, je n'ai pas été surpris de voir que les ambassadeurs des pays occidentaux y ont participé. Je n'ai pas été surpris de le voir féliciter leurs garçons de course. Mais ça dénote que ça ne sert à rien de venir à l'extérieur. Parce que l'Occident, même si, comme on l'a lu quelque part, je ne sais pas, comment dirais-je,
Je ne trouve pas de termes pour l'expliquer, quoi. J'entends les Congolais dire, mais écoute, il n'y a aucun président de la République qui a été représenté là-bas. Mais l'ambassadeur, il représente qui? Un ambassadeur, par principe, en droit international, il n'agit pas sans l'autorisation de son pouvoir de tutelle. Si réellement les uns et les autres, comme les Congolais les disent pour se, comment dirais-je, pour se, comment dirais-je, se consoler. Pour se consoler, oui, merci beaucoup. Se donner bonne conscience. Oh, se donner bonne conscience en disant, mais il n'y avait aucun président. Mais oui, ils étaient là, ces pays étaient représentés. On vous trompe. On va continuer à vous tromper. Mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Binoka abako sarabino. Binoka abako sarabino. Mais mukoni bino boko sabato. Ça c'est de 1. De 2, ce qui se passe, Mbelou a essayé de le dire au début de l'émission, c'est un remake de septembre 1960. Les circonstances sont réunies. Les mêmes acteurs finalement se retrouvent. Comme en 1960, une certaine organisation dénommée l'ONU y était. Aujourd'hui, elle est là, elle est représentée par la MONUSCO. Comme en 1960, vous avez un président avec une petite voix, mais qui était manipulé de l'extérieur. Il y a une forte ressemblance avec quelqu'un aussi qui a avec une petite voix. Et en face, vous avez un premier ministre, Lumumba, qui était populaire, qui avait la masse. À vouloir ignorer son histoire, elle se répète aujourd'hui. Vous n'avez pas un premier ministre, bien sûr, ici de la Conférence nationale souveraine, mais qui a pris part aux élections, donc dans le jeu de pouvoir aujourd'hui, qui aussi mobilise la masse. Le metteur en scène le pousse vers un an. Ils vont s'affronter. En s'affrontant, il faut qu'il y ait un vainqueur. S'il n'y a pas de vainqueur, ils vont se neutraliser. S'ils ne se neutralisent pas, ce sera le chaos. En 1960, le jeu de Iléo et l'entrée de Mobutu en scène pour neutraliser. Et le fils de l'autre est l'homme délimité. Nous courons vers un danger. Les catholiques disent nous sommes en train d'assister à ce qui va arriver. Et nous n'avons plus rien à perdre. Faut-il laisser les autres écrire leur histoire à leur façon, comme toujours, et planter les décors, ou faut-il, en inventant notre temps, écrire une contre-histoire? Parce que le serment de l'imité, c'est aussi une sorte de remake du gouvernement qu'on a appelé sous la Deuxième République, sous Mobutu, sous l'arbre. Mais quelques acteurs qui étaient dans ce gouvernement se retrouvent aujourd'hui de l'autre côté. Comme en 1960, on recrute des jeunes gens qui entourent Mobutu, la plupart proches de Lumumba, à qui on fait miroiter le pouvoir en disant « Mais nous vous donnons le pouvoir, c'est Lumumba qui ne veut pas. Il faut l'éliminer. » C'est comme aujourd'hui, on dit à certains « Mais le pouvoir est entre vos mains. Il faut éliminer Tshisekedi. » Mais comme dans les camps de Tshisekedi, personne ne veut parler, ne veut parler ni de sa mort, ne souhaite même pas ça. Personne ne le souhaite. Nous n'avons plus rien à perdre. Faut-il les laisser l'éliminer? Ou faut-il que ceux qui écrivent cette partie de l'histoire, comme Jacques Attali l'écrit dans une biographie de Gandhi qui se trouve dans ma bibliothèque, Gandhi aurait souhaité être assassiné pour que son sang versé de cette manière serve aux générations futures et à l'identité indienne. Personne ne souhaite la mort de quelqu'un ici, mais nous sommes dans un combat, des rapports de force. Faut-il laisser les autres les liquider ou faut-il affronter ceux-là qui jusque-là ne veulent pas commettre l'erreur qu'ils ont commis avec Lumumba en le tuant? Ils souhaiteraient que Tshisekedi meure de ça, belle mort, malade et de vieillesse. Faut-il jouer sur ces registres-là ou écrire autrement l'histoire? Nous sommes dans un combat. Le moment est venu. Non seulement de vérité, le moment est venu de sacrifice par un peuple qui n'a plus rien à perdre. Il ne faudra pas que les uns et les autres soient surpris, comme les Lumumbistes furent surpris par la mort de Lumumba. Et quand cette mort est arrivée, ils ont pris leurs jambes au cou, ils sont partis. Comme aussi les Mobutistes, il n'y a pas comparaison dans la manière de mourir. Mais quand Mobutu est mort, avant même qu'il ne meure, les Mobutistes, tous ont pris leurs jambes au cou. Tshisekedi est encore vivant. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Il ne faut pas le laisser jouer. Il faut jouer avec lui. C'est un joker. Que faisons-nous? Il faut savoir se poser des questions. Et il faut savoir trouver des réponses.
le moment est venu d'écrire notre histoire. Cette belle histoire, annoncée par Fanon qui disait « L'Afrique a la forme d'un revolver » dont la gâchette se trouve placée au Congo démocratique. Et Alain Peyrefitte, dans un livre intéressant dont le titre serait aussi révélateur, me permet d'enchaîner cette phrase de Fanon en disant « Le jour où les Congolais sauront qu'ils sont la gâchette sur laquelle eux doivent d'abord appuyer, et l'Afrique après eux, le monde tremblera de l'homme noir. » Merci beaucoup, Monsieur Chiyoyo Moufankol. C'est pratiquement la fin de l'émission. Avant de nous séparer, la question que j'avais, c'est ce questionnement de Monsieur Chiyoyo. Nous avons parlé, nous avons assisté à des événements, nous avons fait ceci et cela. Et après, ce que les Anglais disent, what next, Monsieur Jean-Pierre Mbelou. Et après? Et après, c'est la lutte. Et après, c'est la lutte. Et après, la lutte continue. Un peuple comme le nôtre doit pouvoir apprendre à persévérer dans la lutte. Pourquoi? Il n'est pas facile d'être le Congo. Mais une lutte organisée autour d'un leadership collectif, conscient de ses responsabilités. Un leadership qui travaille pour la redynamisation de nos masses populaires, pour la réinvention du Congo et de l'Afrique, pour la résistance contre toutes les formes d'asservissement. Et ça sera mon mot de la fin. Je félicite le réveil historique de nos populations et je leur dis, la lutte continue. La lutte continua, Monsieur Chiyoyo. Un mot de la fin, d'un peu de mots, s'il vous plaît. Merci de m'avoir appelé à limiter les mots que je dois prononcer. Des fois, on risque de passer à côté. Mais nous avons choisi une voie. Nous sommes à la tête d'un mouvement politico-militaire. Et notre action a plusieurs volets, particulièrement trois, diplomatiques, financiers et ressources humaines. Nous avons besoin de ceux qui pensent, à ce stade où nous sommes arrivés, nous apporter leur concours. En intelligence, il ne faut pas non plus se leurrer en moyens financiers, pas pour que nous mettions dans nos poches. Et aussi, celui qui connaît un tel, qui a des entrées dans tel pays, dans tel autre, en Afrique, qui connaît un tel homme qui peut, sur le plan diplomatique, comprendre le message qui est le nôtre et le bienvenu dans ces combats que nous sommes en train de mener. C'est une façon de vous dire et de nous dire à tous qu'au nom du rap, et merci à l'invitation, nous nous sommes engagés dans un combat et nous avons décidé de ne plus reculer. Merci. Ok, merci à tous les deux, c'est-à-dire Monsieur Jean-Pierre Mbelou et à Monsieur Chiyoyo Moufankol. Vous êtes nos invités de cette émission et vous avez toujours été prêts à répondre à nos invitations. Nous vous remercions très très sincèrement pour cette émission très tardive dans la nuit et nous espérons que le message est passé. Je vous remercie et à la prochaine. Merci. Merci. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, nous vous remercions tous pour le temps que vous vouliez bien donner à cette radio pour suivre nos analyses, suivre